Bonjour, bienvenue sur le plateau d'LVA TV. Nous avons de la grande visite aujourd'hui par l'intermédiaire de Skype. Une grande première pour nous de parler en fait à la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole en France. Une grande première aussi, je pense, pour Madame Lambert, qui nous disait tout à l'heure que c'est la première fois qu'elle faisait un Skype avec l'étranger. Alors bonjour Madame Lambert. Bonjour. Alors quel temps fait-il à Paris? Nous, on a encore un peu froid, il fait -2, -1, beaucoup de neige. Il fait très doux. Le mois de janvier de février ont été très doux, mais il y a eu pas mal d'eau. Donc nous sommes contents. Aujourd'hui c'est le printemps, donc c'est très doux aussi. C'est très doux aussi. Donc ça veut dire que c'est plutôt bon pour les agriculteurs, en fait, d'apprendre qu'il y a déjà de l'eau qui arrive, en fait. Oui, et nous espérons que nous n'aurons pas une année de sécheresse, puisque l'année dernière a été très sèche. Alors, Madame Lambert, on voulait vous parler aujourd'hui parce qu'on a fait une entrevue l'autre jour. On a échangé pour le numéro du mois d'avril qui va sortir bientôt, mais on voulait appuyer cette entrevue par un échange vraiment avec vous. Entre autres, déjà pour dire que vous êtes la première femme, en fait, à avoir ce poste de président d'un syndicat agricole majoritaire en France. C'est une grande première. Ça fait 71 ans, je pense, qu'il n'y a pas eu de femme, en fait, à la tête de ce syndicat. Comment c'est vécu par les agriculteurs d'avoir une femme à la tête de leur syndicat? Ce n'est pas une surprise pour les agriculteurs français, puisque j'ai présidé pendant 4 ans le Centre national des jeunes agriculteurs de 1994 à 1998. Je milite depuis l'âge de 19 ans, juste au moment de mon installation comme agricultrice. Et après le Centre national des jeunes agriculteurs, j'ai été élue dans mon département, puis dans ma région, à la tête d'organisation FNSEA. Je suis au bureau depuis 2005. Et première vice-présidente depuis 2010. Donc j'ai gravi les échelons et pris différents dossiers avec mes prédécesseurs, Xavier Belin bien sûr, dont j'étais première vice-présidente, puis Jean-Michel Lemétayer. Ça a été plus une surprise pour l'extérieur, pour les médias et les non-initiés aux questions agricoles qui ont trouvé original et surprenant qu'une femme soit présidente, alors qu'il y a dans notre pays 33% d'actifs qui sont des femmes et 25% qui sont chefs d'exploitation. Donc il y a beaucoup de femmes et de plus en plus de jeunes femmes qui rejoignent ce métier. Alors effectivement, vous dites que ça a été surprenant pour les médias parce on pourrait penser que le monde agricole est un monde d'hommes, donc est un monde qui aurait moins bien perçu l'arrivée d'une femme à la tête d'un syndicat comme celui-là. Ce que vous dites finalement, ce n'est pas le monde agricole qui a été le plus surpris, mais c'est le monde extérieur au monde agricole qui a été le plus surpris. Oui, et dans certaines productions, nous comptons beaucoup de femmes, notamment dans la production laitière, mais aussi en viticulture, en arboriculture. Et dans les chambres d'agriculture, nous venons d'avoir nos élections, nous avons fait la parité agricole, c'est-à-dire 30% de femmes sur les listes pour les élections aux chambres d'agriculture. Et nous discutons au sein de notre organisation pour améliorer aussi la mixité, avoir plus de femmes en responsabilité du niveau départemental jusqu'au niveau national. Alors, le sujet qu'on voudrait aborder en premier avec vous est le sujet qui est lié à l'environnement, qui est lié au glyphosate. Vous savez que c'est un sujet qui fait débat en Europe, qui fait débat en France, qui fait débat au Canada. Mais en fait, on voudrait savoir comment vous percevez cette approche par rapport au glyphosate. On sait que l'Europe a demandé en fait un délai de 5 ans, si je ne me trompe, pour l'appliquer encore. Le Canada vient de voter 15 ans. Monsieur Macron, votre président, pendant une période, parlait d'1 an, parle maintenant de 3 ans. La FNSEA, vous vous situez où dans ce débat sur le glyphosate? C'est quand même un joyeux bazar, tous ces débats sur le glyphosate avec des durées extrêmement différentes. L'Europe a accepté une reconduction pour 5 ans. La France s'est distinguée en disant 3 ans, ce qui nous a fortement déplu, puisque notre président est un très pro-européen et il s'était engagé, lorsqu'il était candidat, à harmoniser les règles européennes et à ne pas appliquer en France de surtransposition des règles européennes. Donc c'est un manquement important par rapport à ses promesses de campagne. Et puis il y a eu en France une hystérisation du débat qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une approche rationnelle et scientifique sur le sujet du glyphosate. Les militants retoquent les arguments des agences, qu'elles soient françaises ou européennes, et il est impossible aujourd'hui d'avoir un discours rationnel sur le sujet. Pour nous, agriculteurs, c'est une vraie difficulté parce que dans certains domaines, c'est impossible de le remplacer. Pour l'agriculture de conservation des sols, par exemple, pour les vignes et les vergers en plante, pour les semences,
bref, pour d'autres productions. Donc Oui. nous travaillons pour trouver des alternatives, mais ça ne se fait pas en claquant les doigts. Certains disent d'ailleurs ici que s'il fallait enlever le glyphosate, ce serait un peu catastrophique, notamment ici pour le soja. Et de toute façon, ça nous ramènerait à des produits comme l'atrazine qui sont bien plus dangereux que les glyphosates. Est-ce que c'est aussi la perception que vous avez en France? Cet argument a été développé devant les deux ministres de l'Agriculture et de l'Environnement, y compris par l'INRA, qui a dit parfois on va remplacer par des produits plus dangereux que le glyphosate. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui le sujet est tellement médiatique et politique qu'il est très difficile d'amener des arguments scientifiques. Nous nous battons encore pour que la rationalité l'emporte et qu'il n'y ait pas une interdiction totale. Okay. Pour ce qui est de la réciprocité, parce que quand on parle de glyphosate, bon, c'est effectivement les débats et le joyeux bazar, comme vous disiez. Ici aussi, c'est un peu le joyeux bazar parce qu'il y a à peu près toutes les opinions qui sortent. Mais quand on parle après de réciprocité, on voit qu'il y a beaucoup d'accords qui se signent. Le Canada a signé le CETA avec l'Europe. En fait, ça veut dire en fait, que si on signe des accords, c'est qu'on va s'échanger des produits. Mais à partir du moment où on s'échange des produits et qu'on n'a pas les mêmes normes, encore là, vous parliez des normes différentes Europe-France, mais là, on va parler vraiment peut-être de normes différentes Europe-Canada. Comment vous allez gérer ça, en fait? Ça nous interroge beaucoup et nous avons porté auprès des politiques cette incohérence. Interdire aux agriculteurs français d'utiliser un certain nombre de produits et de substances, alors que pourraient rentrer sur notre territoire des produits venant d'ailleurs et qui ont été traités, cultivés avec ces molécules-là, c'est incohérent. Et nous militons pour qu'on ne puisse pas importer sur le territoire français des produits qui ont été produits, fabriqués, cultivés, avec des modes de production et des substances différentes. C'est mettre les politiques devant leurs responsabilités. Comment expliquer aux agriculteurs, vous ne devez pas le faire parce que c'est dangereux, mais d'autres peuvent le faire ailleurs et les produits viendront vous concurrencer. C'est une distorsion flagrante. Nous avons réussi à le faire inscrire dans la loi alimentation qui a été votée le 2 octobre. Et nous serons très vigilants sur l'application de cette loi et les décrets qui devront suivre. Mais ce n'est pas notre choix que d'avoir une éradication aussi rapide du glyphosate, alors que l'Europe a dit 5 ans. L'injonction politique est chez nous très forte. Et agriculteurs, nous nous disons, nous avons besoin de solutions. Et avec 43 organisations, nous avons préparé un document et acté un engagement, trouver des solutions et des alternatives pour limiter l'usage des produits chimiques. On appelle ça le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. C'est très engageant et nous sommes 43 à le porter. Sur ce point vraiment majeur, comme le débat du glyphosate, arrivez-vous à avoir un certain consensus avec les autres syndicats agricoles? Parce qu'on sait qu'en France, vous avez une particularité, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, ce qui n'est pas le cas du Québec, qui n'a qu'un syndicat qui représente les producteurs de par la loi. En France, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs syndicats et donc vous êtes quelques syndicats, notamment le vôtre, Confédération paysanne et Coordination rurale. Est-ce qu'avec ces gens-là, vous avez des discours et des échanges qui vous permettent d'aller de l'avant sur ce débat? Sur ce sujet du glyphosate, il y a deux visions. La nôtre, qui est partagée par une partie de la Coordination rurale. Par contre, la Confédération paysanne, qui est beaucoup plus proche des Verts et des partis écologistes et qui est très dogmatique et assez idéaliste, dit qu'il est tout à fait possible de se passer et du glyphosate et des produits chimiques. Ça rejoint beaucoup les attentes de la société, ça entretient une illusion auprès de la société en disant qu'on peut cultiver les plantes et qu'elles ne seront jamais malades et qu'il n'y aura jamais besoin de chimie, ce qui est totalement faux. Et nous n'avons du coup pas d'accord sur ce sujet avec le syndicat Confédération paysanne. Mais quelques discussions par contre avec la Coordination rurale. Des positions communes, des discussions, c'est parfois difficile, mais par exemple sur l'agriculture de conservation des sols, c'est un point de convergence. D'accord. Pour un autre sujet qu'on voudrait aborder aussi avec vous, parce qu'il y a deux sujets que j'aimerais encore aborder avec vous, si vous avez un peu de temps à nous accorder, c'est notamment l'effet véganisme, l'effet antispécisme. En fait, cet effet un peu de mode, un peu jusqu'à un certain point, mais enfin, qu'on perçoit des fois comme une mode, puis que certains analystes nous disent non, faites attention, c'est pas une mode, c'est une tendance, c'est les millénaires qui sont comme ça, c'est la jeunesse qui est comme ça aujourd'hui, et les productions vont devoir changer parce que les protéines ne viendront plus forcément du monde animal. Ça, c'est quelque chose que vous avez senti il y a longtemps aussi en France? C'est nouveau? Ça vous paraît perdurer ou pas? Il y a maintenant une dizaine d'années que nous avons perçu les premiers signaux faibles sur ce sujet, avec les défenseurs des animaux qui parlaient beaucoup de bien-être animal. C'est beaucoup monté en puissance il y a 4-5 ans. Et en 2013, à la FNSEA,
Xavier Belin m'a confié la responsabilité d'un groupe de travail pour associer tous les partenaires d'élevage et justement s'intéresser à ces questions. Pourquoi un certain nombre d'associations veulent travailler sur le statut de l'animal, plus de droits pour les animaux, inciter à moins de consommation de viande. Ensuite, il y a eu une diabolisation et des associations beaucoup plus militantes et véhémentes qui ont fait des intrusions dans les élevages, ce qui a été très mal perçu par les éleveurs, puis dans les abattoirs et aujourd'hui dans les boucheries. On a passé aujourd'hui la vitesse supérieure pour contrer ces organisations. Ce matin même, des associations ont été condamnées parce qu'elles avaient attaqué des boucheries en ville. Idem dans les abattoirs. Nous n'acceptons pas qu'il y ait ces intrusions. Oui, c'est vrai, nous avons fait des efforts, y compris en élevage, mais nous ne voulons pas que des nouveaux justiciers, des chevaliers blancs, viennent dans nos élevages, filment et instrumentalisent ces images en montrant des images de ce qui ne va pas bien et en laissant penser que c'est la majorité. Donc nous dissocions les défenseurs du bien-être avec lesquels nous travaillons pour améliorer, et nous avons déjà beaucoup amélioré, mais côté vegan, ce sont des idéalistes, des radicalisés qui sont extrêmement durs, y compris dans leurs affirmations. L'animal est une personne, ne pas manger de viande, l'animalisme, le post-humanisme, qui sont des concepts qui sont inconcevables dans l'esprit des agriculteurs. Mais les colloques se multiplient, des députés soutiennent, certains députés veulent écrire une nouvelle loi, donc nous avons, nous, un courant de pensée très fort sur ce sujet, et nous travaillons pour parler aux 98% des Français qui mangent de la viande, et en disant, soyez flexitariens, mangez de la bonne viande, mais mangez de la viande en confiance, elle est bien élevée en France, dans nos élevages. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous parlez de 98%. Évidemment, j'allais vous dire, effectivement, il y a un gros effet vegan actuellement un peu partout dans le monde. Vous me confirmez que ça se passe également en France. Mais il reste que la grande majorité de la population continue de manger des animaux, en fait, parce que c'est naturel. Est-ce que de ce côté-là, la FNSEA et d'autres organisations agricoles, d'autres syndicats agricoles avec vous, vous faites de la sensibilisation et de l'éducation, de la pédagogie pardon, auprès de la population pour expliquer comment on élève, en fait? Oui, bien sûr, et c'est très important de le faire. Et nous travaillons à la fois avec des philosophes qui nous aident aussi à décortiquer cette pensée et à essayer d'avoir les bons arguments pour dire que l'homme est omnivore, que l'animal n'est pas une personne et qu'il faut donc distinguer les choses. Nous travaillons aussi avec des nutritionnistes et des médecins pour dire que l'homme est omnivore et a besoin, et les enfants notamment pour se construire, de manger de la viande et des protéines animales, qu'elles ne peuvent pas toutes être remplacées par des protéines végétales. La vitamine B12, par exemple, n'est pas fournie par une alimentation 100% végétale. Il y a eu des procès condamnant des parents qui nourrissaient leurs enfants de façon végane avec d'énormes problèmes de santé, voire des morts qui ont fait l'objet de condamnations lourdes. Mais nous travaillons aussi pour donner envie d'aimer la viande et faire déguster la viande. Et nous, avec satisfaction, nous notons que la viande hachée et les burgers permettent de maintenir la consommation de viande, voire même elle augmente pour ce qui est de la consommation en dehors du domicile. Aujourd'hui, dans tous les restaurants français et à Paris, il y a des burgers dans tous les restaurants, pas seulement chez McDonald's ou chez Quick ou autres. Donc la façon de consommer la viande évolue. Et on parle aujourd'hui de flexitarisme même plus facilement. Au Salon de l'agriculture, l'interprofession bovine disait « Soyez flexitariens, mangez-en moins mais mangez-en mieux ». Donc on tient à garder ce lien avec la viande et aussi le plaisir de cuisiner la viande. Comme la mode du cuisiner maison revient, apprendre à mieux cuisiner la viande et à savourer la viande est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup, y compris avec des grands chefs cuisiniers. Alors, il y a aussi un sujet qu'on aimerait aborder avec vous qui concerne les terres agricoles. Au Québec, en novembre dernier, on vient de souligner le 40e anniversaire d'une loi qui est importante pour le Québec, qui est la loi de la protection des territoires agricoles. Et il va y avoir différentes discussions cette année au Québec sur est-ce qu'on protège bien nos terres, est-ce que les non-résidents peuvent les acheter, pas les acheter. Il y a beaucoup de débats qui vont venir autour de ça. Nous, la question qu'on voulait aborder avec vous par rapport à la France, c'est que j'ai vu dans les réponses que vous avez fait à l'entrevue qu'on a fait par écrit, vous nous avez souligné le fait qu'il y avait 75% des producteurs en France qui étaient locataires. Ça, c'est quelque chose qui interpelle un peu au Québec, parce qu'au Québec, on dit plutôt le contraire. 80-84% des producteurs sont propriétaires de leurs terres. Et il y a un grand souci quand on envisage que quelqu'un d'autre qu'un producteur soit propriétaire. Je pense que l'historique français est différent, mais j'aimerais ça que vous nous expliquiez quel est le mécanisme qui permet aux producteurs qui louent d'avoir quand même des garanties et de ne pas se retrouver parfois à avoir des terres qui lui coûtent trop cher. Parce que c'est ça aussi, quand il y a de la relève ici, la terre coûte cher et la relève ne peut pas toujours acheter la terre. À titre personnel, dans notre exploitation, nous avons 116 hectares.
100 hectares en fermage, en location, Mhm. et 16 hectares en propriété. Et nous sommes très contents d'être fermiers, c'est-à-dire ne pas avoir à acheter le foncier, mais pouvoir investir dans nos porcheries, qui sont des investissements beaucoup plus productifs que d'investir dans du foncier. C'est historique en France d'avoir des familles de propriétaires qui étaient auparavant des familles nobles, mais il y en a de moins en moins. Maintenant, ce sont des propriétaires nobles et pas nobles. Mais nous avons développé le statut du fermage qui est encadré, qui est de droit public et qui encadre la durée. C'est une signature d'un contrat pour 9 ans avec des tarifs qui sont eux aussi encadrés, indexés annuellement, ce qui est une garantie pour les propriétaires. Et nous avons au sein de la FNSEA une section des fermiers et une section des propriétaires qui dialoguent ensemble pour pérenniser ce système de location de terre. Et en France, quand 75% des terres sont louées et non achetées, c'est aussi l'assurance que l'on peut avoir des jeunes agriculteurs qui arrivent dans le métier et qui peuvent investir pour acheter du cheptel, du matériel, des bâtiments, du capital beaucoup plus productif, mais ne sont pas obligés d'acheter les terres. Ça change aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'attirance pour le foncier agricole et des investisseurs qui viennent et qui voudraient acheter du foncier. Mais nous tenons, nous, à ce système qui a fait ses preuves et nous sommes en train de réfléchir pour le moderniser, pour le faire durer. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que finalement, on peut être locataire, dans le système français et dans l'explication que vous en faites, c'est que même d'être locataire peut avoir permis finalement à des producteurs de peut-être mieux développer leur exploitation que s'ils avaient dû subir le financement du foncier, c'est ça? Oui, complètement. Mais c'est un choix qui est assumé par beaucoup d'agriculteurs. Être locataire, avoir un bail pour 9 ans, tacite reconduction, c'est-à-dire qu'il est renouvelable, sauf si le propriétaire veut le reprendre pour lui-même ou pour un de ses descendants. Donc c'est une garantie, c'est aussi une façon d'avoir une agriculture familiale à capitaux personnels. Il y a une répercussion de la location chez la relève, en fait. Voilà, les jeunes agriculteurs sont très attachés au statut du fermage pour pouvoir justement se concentrer sur des investissements productifs et avoir une garantie de pouvoir louer leur foncier pendant une très longue durée. L'achat de foncier, qui existe en France aussi, connaît des tarifs très élevés et parfois prohibitifs. Je suis dans une région, l'ouest de la France, où le foncier est peu cher. Les terres sont aux alentours de 3 800 à 4 000 euros hectare. Mais à 100 km au sud de mon exploitation, c'est 2 700 euros seulement. Par contre, à 150 km au nord, dans la Mayenne ou en Normandie, on est plus proche de 6 000 à 7 000 euros par hectare. Mais si vous allez dans le nord de la France, c'est parfois plus, voire le double. Donc il y a une très très grande hétérogénéité du prix des terres en France. Alors, Madame Lambert, c'est vraiment très passionnant. On passerait des heures à vous écouter. Il va falloir par contre terminer l'entrevue. Mais j'aimerais revenir sur un point un peu lié au glyphosate sur la fin de l'entrevue. Vous me disiez en fait ce que vous pensez d'un personnage français en fait, avec qui on devrait faire une entrevue sous peu. En fait, c'est Monsieur Seralini, le professeur Seralini, qui a fait la fameuse étude sur les rats, qui a été bien connu dans le monde, qui a attaqué Monsanto, qui a expliqué que ces rats créaient des tumeurs et que c'était lié au Roundup, etc. Donc, ça rejoint le monde du glyphosate. En fait, on tente actuellement, on va faire une entrevue avec M. Seralini, mais on voulait faire également un débat par Skype avec des chercheurs d'ici. Puis il se trouve que les deux personnes à qui on a parlé au Canada nous ont dit non, nous, on ne débattra pas avec M. Seralini, c'est pas sérieux. Mais pourtant, M. Seralini, d'abord, on dit c'est pas sérieux. D'un autre côté, d'autres revues scientifiques reviennent en disant finalement, c'était pas complètement faux ce qu'il disait. Est-ce que vous, la FNSEA, vous avez une position par rapport aux études de M. Seralini? Comment vous voyez ça? Les études de M. Seralini ont fait un gros tapage médiatique parce qu'il avait mis en scène des rats en montrant des photos vraiment pas jolies, des rats totalement déformés. Mais ce sont des scientifiques qui ont totalement désavoué son étude. Donc ce n'est pas ce que j'en pense moi, c'est ce qu'en passe un collège scientifique, plusieurs. Son étude a été publiée sans toutes les relectures nécessaires pour avoir la fiabilité. Et récemment, cette étude vient de tomber et d'être complètement désavouée. Donc, je pense qu'il y a d'autres personnes à interroger plutôt que M. Seralini, parce qu'aujourd'hui, sa crédibilité est énormément affectée, et je vais dire qu'elle est même ramenée à néant. Donc, vous avez une position assez radicale sur la... Ce sont les scientifiques de différentes instances qui ont conduit ce travail d'investigation en montrant que le travail était biaisé
à la fois sur le nombre de la cohorte et sur ce qu'il a réellement étudié. Il faut lire ce qu'ont écrit les autres scientifiques lecteurs qui n'ont pas confirmé ce qu'a dit M. Seralini. Et pourtant, dans un récent reportage généraliste, certes, de Cache Investigation, où il était fait encore le procès de Monsanto et du glyphosate, ils sont allés rechercher en fait M. Seralini comme support au discours en fait. Oui, mais l'émission d'Élise Lucet, justement, a été extrêmement désavouée par les scientifiques et les chercheurs. Madame Lucet est une habituée des émissions trash et à charge contre l'agriculture, mais là, elle a franchi une limite en allant trop loin et en n'ayant pas des propos étayés et réellement scientifiques, qui fait que la communauté scientifique et médicale s'est élevée contre cette émission en disant « c'est pas possible qu'une émission qui se dise d'investigation soit aussi à la légère, aussi peu précise ». Et elle a fait l'objet de contestations de tous bords, côté médical et côté scientifique. Mais c'est une émission militante, par une journaliste militante, je pèse mes mots, mais c'est dévastateur parce que ça entretient des choses fausses, des fake news, et je dis même que notre responsable environnement avait été questionné pendant 1 heure par les collaborateurs de Madame Lucet, mais comme ce qu'il disait ne lui convenait pas et n'allait pas dans le sens de ce qu'elle voulait dire, eh bien, ses propos n'ont pas été retenus. Donc, ça prouve vraiment le côté partisan et l'absence d'objectivité de cette émission. Et pensez-vous, pour terminer, dans un monde où tout est polarisé, c'est le cas un peu au Québec en ce moment, c'est beaucoup le cas en France, même dans la politique en général, où tout est polarisé, est-ce que ce débat du glyphosate qui est très sensible, qui polarise effectivement des opinions très très divergentes, pensez-vous qu'il y a un espace dans la société civile pour, à un moment donné, avoir une discussion et trouver un terrain d'entente qui fasse la satisfaction de la grande majorité de la population civile, des citoyens et des agriculteurs? Dieu merci, il existe des lieux où on peut débattre et avoir cette controverse. Il existe des colloques, des débats qui sont organisés, mais sur les réseaux sociaux, c'est totalement impossible d'avoir un débat calibré, objectif. Les gens interviennent avec des pseudos, balancent des informations sans toujours citer de source, et on voit que le sujet est hystérisé totalement. Donc nous faisons appel aux scientifiques, aux experts, pour qu'ils s'expriment et qu'il n'y ait pas une diabolisation. Mais quand les députés sont pris en otage, menacés de mort, s'ils ne votent pas dans le sens voulu par les militants, ça fausse complètement la bonne appréhension du sujet. Et c'est dangereux pour la science, c'est dangereux pour l'agriculture, c'est même dangereux pour la démocratie, pour exprimer des avis différents sur un sujet. Donc nous souhaitons que les politiques puissent garder la hauteur nécessaire, que les agences neutres et objectives puissent vraiment donner des avis scientifiques et éclairés sans être pris en otage, mais l'hystérisation autour du sujet du glyphosate et des produits phytosanitaires dans leur ensemble pose un réel souci pour la science aussi. Nous avons eu le même débat sur les vaccins en France. Aujourd'hui, il y a un contre-feu, ça tourne sur le sujet des vaccins parce qu'il y a des morts de rougeole en France alors que ça n'existe plus dans d'autres pays. Donc les fanatiques anti-vaccins ont entretenu des débats qui aujourd'hui commencent à être contredit. Nous souhaitons qu'il puisse en être de même sur le sujet des produits phytosanitaires. Nous sommes victimes de ce harcèlement sur le sujet des produits phytosanitaires. Laisser penser qu'on peut cultiver des plantes sans produits phytosanitaires, c'est faux. Même en agriculture biologique, nos collègues bio utilisent des produits phytosanitaires et utilisent aussi du cuivre. Donc, donner la parole à tout un chacun, y compris des gens qui ne connaissent absolument pas, ça ne favorise pas un débat serein et constructif. Écoutez, Madame Lambert, c'est très intéressant de vous écouter. Je vous remercie beaucoup de la disponibilité que vous avez eue avec nous aujourd'hui. Au plaisir de se reparler dans le futur, maintenant qu'on sait que Skype entre Québec et Paris, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Merci beaucoup.